ophtalmologue spécialisé dans la sécheresse oculaire, fondateur de l'ACOS. Je reçois aujourd'hui le professeur Pablo Diguero. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert saison 2. Nous allons aujourd'hui découvrir ou mieux connaître la sécheresse oculaire et ses 8 millions de consultations annuelles. Nous aborderons également les traitements efficaces qui existent aujourd'hui et leur rentabilité. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview tournée il y a quelques jours et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Donc voilà, l'enregistrement est lancé. Pablo Diguero, professeur Pablo Diguero, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'est un honneur de te recevoir. On va parler de plein de choses, évidemment de l'ESSEC, de ton association, du congrès et de pas mal d'autres choses. Je vais d'abord, pour respecter un petit peu la tradition, te laisser te présenter à notre audience. Merci Sébastien, c'est un plaisir pour moi aussi d'être parmi ta communauté d'experts de l'ophtalmologie et je te remercie pour ton invitation. Donc, je suis Pablo Diguero, j'ai été formé à Paris, à une très très belle école de cornée qui était à l'Hôtel-Dieu dans le centre de Paris, hein, sur l'île de la Cité. À l'époque, le professeur Pouliken et ensuite le professeur Renard. Donc, j'ai vraiment eu la chance de baigner dans une formation de cornée de très très haut niveau. Ensuite, après mon clinica, j'ai fait quelques années au CHU de Poitiers en tant que professeur et après 10 ans, j'ai préféré, quitter le milieu universitaire pour, faire mon propre centre dans lequel évidemment j'ai continué à m'intéresser à tous les problèmes de cornée et de plus en plus à la surface oculaire et à la sécheresse oculaire, du fait de nouvelles technologies qui sont apparues et qui nous ont permis de beaucoup mieux analyser tous ces problèmes dont on n'avait pas les outils il y a 15-20 ans quand j'ai démarré mon activité. D'accord, très bien. Juste, parce que pas mal de monde ne doit pas le savoir, quelle est la différence entre docteur et professeur? Alors, docteur, c'est tous les médecins qui ont leur diplôme, hein, diplôme de docteur en médecine. Après, si on est spécialiste, on a un diplôme d'études spécialisées. Donc ça, c'est je veux dire, le minimum. Ensuite, vous pouvez, si la première étape de la carrière universitaire, c'est ce qu'on appelle le clinica. On est chef de clinique dans un CHU rattaché à une fac. Chef de clinique, c'est une fonction d'enseignement et de recherche, et la partie assistant, c'est la partie médicale. Donc le titre, c'est chef de clinique assistant, donc chef de clinique à la faculté. Après cette étape-là, si on veut rester dans le milieu de la recherche et de l'enseignement, on passe une thèse de sciences. Donc là, on met le focus vraiment sur la partie purement scientifique. Ensuite, une fois qu'on a la thèse de sciences, on passe ce qu'on appelle l'HDR, l'habilitation à diriger les recherches. Et donc ça, c'est une étape où on commence déjà à avoir une équipe de jeunes qu'on encadre et qu'on oriente. Et ensuite, on se présente à l'agrégation euh, devant un, devant un comité d'experts qui s'appelle le CNU, composé donc de professeurs d'université qui valident ou pas le fait que vous êtes apte à exercer les fonctions de donc PUPH, professeur des universités, praticien hospitalier, et ensuite vous êtes affecté dans un CHU dans lequel vous pouvez exercer jusqu'à votre retraite si vous restez en place. Très clair. Merci pour, ce petit rappel. Je crois que c'est toujours intéressant de savoir parce qu'on voit souvent beaucoup de professeurs, des docteurs et on ne connaît pas bien la différence. Parfait. Qu'est-ce qui a fait que, toi, tu aies choisi la cornée plutôt que, la rétine ou autre surspécialité? Alors, c'est souvent les hasards de la vie, hein. Moi, c'est en fait là ma rencontre avec Yves Pouliken qui m'a fasciné. C'est une personne, pour les plus anciens que vous avez certainement connu, qui était vraiment l'un des très 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 grands professeurs d'ophtalmologie français de la fin du XXe siècle. Et cette rencontre-là m'a fait passionner par sa surspécialité et notamment tout ce qui était les dystrophies de cornée héréditaires. Et donc, ça a décidé un petit peu de mon destin. Et après, une fois qu'on commence à faire les choses bien, on les aime et puis on devient expert là-dedans. Mais c'est vrai que d'avoir pu baigner dans un environnement aussi favorable qu'était l'Hôtel-Dieu dans les années 90, pour moi, c'était une chance vraiment incroyable et qui a complètement changé l'orientation de ma carrière. D'accord.
Donc, quand on parle de, surface oculaire, évidemment, on parle d'œil sec. Je sais que parce qu'on a discuté en introduction, que tu penses que, justement, le syndrome œil sec est lié, à toutes les surspécialités. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors ça, c'est quelque chose que de plus en plus les surspécialistes, quand je les rencontre dans les congrès, me disent: «Bon, par exemple, moi, je suis rétinologue, la surface, j'ai de la chance, j'ai pas besoin de m'y intéresser». Et là, plusieurs études récentes montrent, par exemple, que quand on fait beaucoup d'IVT, à force de mettre de la bétadine pour désinfecter, on crée des sécheresses oculaires iatrogènes très importants qui parfois amènent le patient à arrêter ou à demander l'arrêt des IVT du fait de la souffrance de la surface oculaire. Même chose pour le glaucome. On va dire un glaucomatologue, il dit en quoi je suis concerné. Eh bien, chaque fois qu'on met en place des colliers antiglaucomateux, on va abîmer la surface oculaire, on va abîmer la cornée, on va abîmer les glandes de mébomus et créer des sécheresses oculaires iatrogènes qui vont, dans un nombre non négligeable de cas, amener le patient à arrêter le traitement et aggraver son glaucome par ce manque de traitement. Évidemment, en chirurgie réfractive, on sait tous que le LASIK, par exemple, du fait de la section de tous les nerfs cornéens, est un formidable inducteur de sécheresse oculaire. Et donc, il est vraiment indispensable de détecter tous les problèmes avant. Même chose pour un patient qui va être opéré avec un implant multifocal. Si la surface est très abîmée, ses larmes sont de mauvaise qualité, le bénéfice de l'implant multifocal, pour lui, va être très faible. Et le patient va se plaindre, non pas qu'il voit mal, mais sa surface est irritée et du coup, il en veut à son chirurgien qui lui a fait un très bon travail avec optiquement tout est parfait, mais l'insatisfaction du patient vient de ce problème-là. Et donc, si on regarde quasiment toutes les surspécialités, à un moment ou à un autre, il faut être capable d'analyser la surface pour bien exercer sa surspécialité. D'accord. D'autant que désormais, a priori, on a des traitements efficaces. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans les grandes lignes, quels sont-ils? Alors, comme je dis toujours aux patients, avant le traitement, on a le diagnostic. Et ce qui a vraiment beaucoup changé pour nous, c'est qu'on a depuis quelques années, une dizaine d'années à peu près, ce qu'on appelle des mébographes, qui sont des appareils qui permettent d'analyser les glandes de mébomus. Et donc, on s'est aperçu que la pathologie de ces glandes allait entraîner en cascade plein de problèmes. Ces glandes, pour ceux qui ne sont pas experts du sujet, produisent les lipides des larmes. Et ces lipides vont aller recouvrir la couche aqueuse des larmes pour l'empêcher de s'évaporer. Et donc, ce mélange eau, mucus, lipides va faire une larme de très bonne qualité. C'est pour ça qu'au passage, c'est très difficile à reproduire dans un collier, parce qu'il faut réussir à mettre une couche de mucus, une couche d'eau et une couche de graisse parfaitement assemblées, ce qui est quasiment impossible à faire de manière artificielle. C'est pour ça qu'il est essentiel pour les patients de comprendre que la meilleure solution pour eux est de réhabiliter la, la, l'arme naturelle avec ces trois couches, comme je viens de l'expliquer. Donc, on a des nouveaux outils diagnostiques. Ces nouveaux outils diagnostiques nous ont permis de comprendre plein de choses. Et en même temps, on a eu l'émergence de nouveaux traitements pour la surface oculaire, des traitements qui permettent de chauffer les glandes et de les vidanger de façon mécanique. C'est un traitement qui s'appelle le Lipiflow ou l'Ailux. On a eu aussi des traitements dérivés de la dermatologie qui s'appellent la lumière pulsée. Et les dermatologues avaient, depuis longtemps, constaté que c'était très efficace pour le traitement des télangiectasies et notamment donc de la maladie rosacée. Il se trouve que nous avons en ophtalmologie la rosacée oculaire, qui peut être ou pas accompagnée de signes cutanés, et pour laquelle la lumière pulsée marche remarquablement bien. Tout ça a été dû, comme souvent ça s'appelle la sérendipité, c'est-à-dire une découverte un peu par hasard. Mon ami Rolando Toyos, qui est le pape international de la lumière pulsée, il se trouve que sa femme était dermato-esthétique. Et ils ont constaté tous les deux que les patients de Mélissa, donc la femme de Rolando, qui, après avoir eu de la lumière pulsée, avaient les symptômes de sécheresse oculaire qui s'amélioraient. Et donc, du coup, Rolando a eu l'idée d'adapter la technique à l'ophtalmologie. C'était il y a 23 ans.
Et depuis, bon, après, c'était un peu confidentiel, évidemment, personne ne le croyait trop au départ. Et je dirais depuis une dizaine d'années, et notamment depuis la fin du Covid, donc depuis 3 ans, c'est une technique qui est en train d'exploser et le nombre de cas devient, on commence à traiter des millions de personnes dans le monde, car c'est le traitement qui n'est pas dangereux, qui n'est pas agressif et qui donne vraiment de très très bons résultats. Et évidemment, donc les industriels s'intéressent de plus en plus au sujet, améliorent les machines. Et là, ce qu'on est en train d'assister ces dernières années, c'est la transformation des machines dédiées à la dermatologie vers l'ophtalmologie. Donc, on commence à avoir des petites pièces à main, toutes petites, qui permettent de faire de la lumière pulsée directement sur les paupières, ce qui a encore amélioré les résultats pour l'ophtalmologie. Et c'est pour ça qu'on vit une période qui est vraiment passionnante, parce que quand vous avez des nouveaux outils, c'est comme quand on a eu par exemple la phaco qui est apparue en ophtalmologie. Je rassure les gens, c'est beaucoup plus facile à faire qu'une phaco quand on passait de l'extra-capsulaire à la phaco. Mais pour dire qu'en fait, avec des petits instruments adaptés à notre petit organe qu'est l'œil, on a maintenant des possibilités de traitement qui sont vraiment très, très, très efficaces et pour lesquelles les patients bénéficient vraiment et sont très, très satisfaits. D'accord. Une consultation sécheresse oculaire, c'est pas comme une consultation de lunettes, de lentilles ou de tout venant. Quels sont les prérequis, selon toi, pour justement accueillir correctement le patient? Alors, moi j'ai l'habitude de dire qu'il faut être un binôme. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 2 personnes pour que la consultation se passe bien. En dehors, je parle du secrétariat, des choses comme ça. Donc il faut un assistant qui a été formé pour la sécheresse oculaire, qui lui va faire les premiers interrogatoires, les premiers examens, notamment la mépographie, l'OCT de la cornée, les photos de la surface oculaire, et voir avec le patient quels antécédents, est-ce qu'il a été opéré de l'ASIQ, est-ce qu'il a pris des médicaments pour l'acné, est-ce qu'il a été opéré des paupières. Bon, bref, faire un petit historique. Une fois que tous ces examens sont faits, nous, ça fait, on a déjà, la semaine dernière, on a fêté le 10 millième patient de consultation de sécheresse oculaire. Donc, on a quand même un système qui est pas mal rodé maintenant. Et donc, une fois que l'assistant fait ses examens, le patient vient dans le box du médecin avec l'assistant et on commente ensemble les résultats. Nous, on a établi un score qui s'appelle le ITAO, qui donne donc un indice de sécheresse oculaire. On montre les problèmes au patient. Il faut que le patient comprenne si on veut qu'il adhère un petit peu à ce qu'on va lui proposer comme traitement derrière. D'ailleurs, au passage, c'est souvent marrant que le patient dit ah, vous êtes le premier à vraiment identifier quel est mon problème. Jusqu'ici, on voulait m'envoyer en psychiatrie ou me dire que j'étais dépressif. Et en fait, j'ai dit non, il y a des fois, vous avez vraiment raison de vous plaindre parce qu'il y a des problèmes. Et voilà les problèmes tels qu'ils sont. Et voilà qu'est-ce qu'on peut résoudre chez vous. Et donc, à partir de là, le patient part avec un compte-rendu de consultation et les solutions qu'on peut lui proposer pour résoudre les problèmes qu'il nous a exposés. Et heureusement, on a plus de 90% des patients qui sont susceptibles d'avoir un effet favorable des nouveaux traitements. D'accord. Alors, nouveau traitement, d'après ce que je crois savoir, est-ce que certains sont pris en charge par la sécurité sociale ou pas du tout et on est en hors nomenclature complètement? Bon, malheureusement, la sécurité sociale, comme on le sait tous, est toujours très en retard sur les innovations. Par exemple, la mébographie, qui est l'examen de référence, hein, qui est vraiment capital, ne fait pas partie de la nomenclature. Donc, heureusement que l'OCT a été reconnu notamment par l'équipe du professeur Baudouin au 15-20 comme étant indispensable au diagnostic de sécheresse oculaire par l'analyse de la cornée. Donc on peut toujours coter le CT, mais la mébographie qui est l'examen central n'a pas de nomenclature. Et ensuite, les différents traitements, que ce soit lumière pulsée, lipiflow ou autres, n'ont pas de prise en charge sécurité sociale. Heureusement, certaines mutuelles, si on fait un dossier, peuvent prendre en charge une partie ou la totalité des traitements, mais c'est quelque chose de fastidieux pour le patient. Il faut qu'il fasse un dossier, il faut qu'il relance, il faut qu'il passe devant une commission médicale. Bon, donc tout ça,
normalement devrait, si on considère que la sécheresse oculaire et la pathologie qui en découle nécessitent un traitement, devrait être prise en charge en partie par la Sécu, en partie par les mutuelles. C'est quelque chose de. Ce n'est pas un soin esthétique, ce n'est pas un soin de confort, c'est vraiment indispensable. Et quelque chose, par exemple, aux États-Unis, où c'est un pays où on aime bien calculer tout ce qui est rentable et efficace, on s'est aperçu qu'un patient ou une personne qui souffrait de sécheresse oculaire était beaucoup moins efficace dans son travail. Il ne pouvait pas faire les 8 heures, par exemple, d'écran si son métier l'exige, avait de l'absentéisme et avait moins la pêche parce que c'est quelque chose qui, cette irritation chronique finit par vous démoraliser. Bon, et donc, au final, entre ce que coûterait de traiter ce patient et ce qui va vous faire perdre, entre guillemets, en rentabilité, eh ben, la balance pour rembourser le traitement est très en faveur de cela. Mais bon, c'est des notions en France qui ne sont pas très simples à intégrer avec une sécurité sociale qui ne va pas très bien. Et donc, je pense qu'il y a peu d'espoir que tout ça soit pris en charge dans les prochaines années. Mais on ne sait jamais. Notamment, il y a Béatrice Kochner, qui est une de nos expertes les plus éminentes sur le sujet, essaye au niveau des ministères de faire des dossiers, des choses comme ça, appuyée par Thierry Bourg du syndicat national des ophtalmologistes français, le SNOF. Donc tout ça, des choses sont à l'essai, mais c'est lent et malheureusement pour l'instant les patients sont obligés d'y aller de leur poche dans un nombre important de cas. Ouais. D'accord. Donc, du coup, pour résumer, premier rendez-vous, diagnostic peut être remboursé parce que on peut coter OCT et fond d'œil, par exemple, mais par contre, le traitement en lui-même sera hors nomenclature. Mais c'est vrai que dans mon expérience, ce que j'ai pu voir, c'est que les patients, quand ils trouvent vraiment un spécialiste qui lui propose un traitement qui, a priori, paraît fonctionnel, eh bien, souvent, il n'hésite pas à mettre la main à la poche parce que c'est quelque chose qui est tellement important pour lui que c'est pas du tout, c'est pas du tout un problème. Super. À Barbizon, dans ton centre, tu travailles plutôt, puisqu'on parlait de tes assistants, plutôt avec orthoptiste, optométriste, opticien, ou les deux? Le, j'ai cherché, comme beaucoup, hein, longtemps, des orthoptistes, mais étant un peu excentré, c'est-à-dire je suis Barbizon, c'est la forêt de Fontainebleau, donc il n'y a pas de transport en commun. Donc si les gens n'habitent pas dans le coin, c'est compliqué d'y arriver, notamment depuis Paris. Donc les orthoptistes, en plus avec les centres pirates ou plus ou moins pirates, qui ont raflé à peu près tous les orthoptistes en faisant un dumping très important au niveau des salaires. Donc du coup, quand j'ai essayé de chercher des collaborateurs, je n'ai pas eu accès aux orthoptistes. Bon, heureusement, je ne suis pas très loin de l'école d'optométrie de Saclay, et donc j'ai pu avoir des étudiants en master et ensuite qui sont restés chez moi. Et donc maintenant, j'ai une équipe d'optométristes plutôt qui m'aide dans cette consultation-là. D'accord. Tu es tellement intéressé par le sujet que tu as créé avec Benoît Collet l'ACOS. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, la cause, comme beaucoup de choses, est un fruit du Covid. C'est-à-dire qu'on a eu ces longs mois de mars, avril 2020, pendant lesquels on ne pouvait pas sortir, mais on pouvait téléphoner. Et c'est d'ailleurs là où j'ai appris l'existence de Zoom et de choses comme ça, parce que franchement, à l'époque, je ne sais pas s'il en était pour toi, mais on n'entendait vraiment pas parler de ces choses. Donc évidemment, on avait du temps, on a réfléchi, et on s'est dit que le sujet était tellement important, parce qu'il faut quand même rappeler que d'après les chiffres du SNOF, je crois en 2020 ou 2019, il y a eu près de 8 millions de consultations liées à la sécheresse oculaire en France. C'est-à-dire que c'est le nombre de consultations en pathologie, donc en dehors des lunettes, la plus élevée. C'est la première cause de consultation pour un ophtalmologiste en dehors de l'hôpital, parce que l'hôpital, c'est hyper spécialisé. Donc on s'est dit, ce problème-là, c'est le plus fréquent. On a de nouveaux outils. On ne sait pas bien encore comment s'en servir, quel est l'intérêt des bilans, quel, quel traitement dérive du bilan. Parce qu'en fait, souvent, pas comme toujours, ça devrait être en médecine, le traitement proposé au patient dérive du bilan.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas un traitement standard qui marche pour tout le monde. Contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas une machine. Les gens disent: «Si je dois m'en acheter une», je dis: «Je ne Ouais. sais pas, si tu dois en acheter une, bah, tu vas traiter une partie des patients». Mais bon, bref, et donc là, on s'est dit comment organiser tout ça, et on s'est dit, ce qui était un gros pari, hein, parce que sortir, du covid, on a fait le premier congrès, présentiel, à la Maison de la Chimie en 2021, et on avait très peur parce que la Maison de la Chimie, ça coûte une fortune, hein, en location. On s'est dit: «Est-ce que ça va marcher?» Et comme les gens étaient très intéressés par le sujet et voient émerger, c'est l'un des rares sujets qui émergent de ces dernières années. Parce que moi, je me disais: «Bon, quand j'ai fait mon internat, la phaco existait déjà, les gouttes pour le glaucome, c'était à peu près les mêmes, les IVT, on en était là». Bon bref, j'ai l'impression qu'en 20 ans, il ne s'est pas passé énormément de choses. L'eczémer, bon, il s'est amélioré, mais bon, les techniques, la ZIC, tout ça était pareil. Et là, émerge vraiment quelque chose de très nouveau qui est la prise en charge et le traitement de la surface oculaire. Et donc du coup, ça nous a impulsé à créer cette association. On a pu rassembler une quinzaine de groupes, d'ophtalmologistes répartis sur toute la France, heu, qui ont amené, beaucoup de dynamisme avec des équipes, parfois il y en a qui ont des équipes de 6 à 8, assistants, qui participent, qui s'intéressent, qui viennent au congrès. On a donc des parties de formation après pour les médecins, des formations pour les assistants, des formations pour le binôme médecin-assistant. Et en fait, j'ai la chance de travailler avec un assistant qui s'appelle Christophe Lachaud, qui est vraiment passionné par le sujet et qui, lui, m'aide beaucoup dans la formation des assistants et justement de l'interaction médecin-assistant qui va faire que votre consultation va être efficace. Parce que c'est quoi la grande crainte des médecins? C'est de dire: «C'est un sujet ennuyeux où le patient va me prendre beaucoup de temps, donc je ne veux pas le faire parce que ça serait me flinguer ma consultation». Et en fait, vous apercevez que grâce à une certaine ou une bonne organisation, c'est quelque chose qui peut être très fluide et vous rendez beaucoup de services parce que c'est, comme je disais, c'est quand même la première cause de consultation de vos patients. Donc, si vous n'êtes pas équipé pour gérer le problème numéro un de votre consultation, c'est un peu embêtant. C'est ce que je réponds aussi aux personnes qui sont inquiètes, par exemple, pour l'émergence des centres pirates qui vont capter toute la réflexion. Je dis: OK, je ne sais pas si vous perdrez ou pas la réflexion, mais n'oubliez pas quand même qu'avec la surface oculaire, vous avez de quoi vous occuper de pathologies pendant des années et des années. Et donc c'est quelque chose qui est important. Une fois qu'on a compris la quantité de patients qu'on avait tous les jours en consultation, je dis: «Ça vaut peut-être le coup de s'organiser». Moi, en tout cas, c'est le message, qu'on fait passer avec, Benoît Collet, et cette année, donc on va fêter notre, 3e année de congrès avec une innovation cette année, c'est que l'ACOS va héberger un nouveau congrès qui est le premier congrès international de lumière pulsée pour l'œil sec, dans lequel vont participer les meilleurs experts mondiaux, donc aussi bien États-Unis, Europe qu'Asie. Et nous allons, au cours de ce congrès international d'IPL, mettre en place tous les protocoles qui permettent, à nos collègues de savoir quand, comment, avec, quelle fréquence. Ça, c'est la question classique. Quand vous commencez la lumière pulsée, par exemple, le laboratoire a fait des études, par exemple, où on va vous dire que vous allez faire la lumière pulsée tous les 15 jours, 3 fois. Bon, mais c'est quelque chose, en fait, qui marche bien, qui soulage tellement le patient qu'au bout de 6 mois, bah, c'est de lui-même, il revient et dit: «Docteur, je veux une séance de consolidation». Et donc tout ça, c'est des choses qu'il faut intégrer à nos protocoles. Maintenant qu'on a 3 ans de recul, on s'aperçoit effectivement que cette séance, par exemple, à 6 mois de consolidation, très importante. Quelque chose de très important qu'on a appris, au début, on n'avait que le Lipiflow. Le Lipiflow, c'est ce qu'on appelait un one shot, c'est-à-dire qu'on faisait le traitement et on ne voyait plus le patient. Et ben, pour une maladie chronique, c'est pas bien. Et la lumière pulsée, le fait qu'il y ait plusieurs traitements, plus de suivi, a apporté un lien avec le patient qui a permis une prise en charge qui est beaucoup plus efficace. Et D'accord. donc ça, c'est des petites choses qu'on apprend, en cours de route et en fait qui sont pas encore dans les publications, parce que les publications ont toujours 2-3 ans de retard par rapport, aux tentés. Alors, sans rentrer dans le détail, mais je dirais, ce qui peut inquiéter, les ophtalmologues, c'est de dire: «OK, ben, la surface oculaire,
En effet, il y a un marché, forcément. Par contre, la consultation est très longue. Le traitement peut durer aussi assez longtemps en termes de timing. Et pendant ce temps-là, j'aurai eu le temps de voir 3 ou 4 patients. Mais le diagnostic, finalement, est réalisé par le médecin avec les informations fournies par l'assistant. Et le traitement, il est plutôt réalisé par l'assistant ou par le médecin en direct? Alors, pour rassurer nos collègues, hein, la partie temps consommé par le médecin peut se réduire à 5 minutes. Si Ouais. vous avez un assistant, comme j'ai la chance d'avoir moi, qui est parfaitement formé, qui est capable de répondre aux questions du patient et en même temps de vous apporter tous les examens parfaitement classés avec l'indice de ISEC, ITAO mesuré et qui a déjà commencé à expliquer aux patients les possibilités thérapeutiques, votre présence ne va pas durer des heures, hein. Parce que ce qu'on a toujours peur, c'est effectivement le patient qui a plein de questions, qui va, entre guillemets, «vous alpaguer» et vous garder une demi-heure à vous tenir la jambe. Bon, mais ça, c'est vraiment le rôle de l'assistant. C'est pour ça qu'il est très important que l'assistant soit bien formé et que le patient souvent, vous savez, maintenant, les patients, ils sont tous, informés par internet, ils ont vu plein de trucs, ils connaissent tous les derniers détails. Donc moi, j'ai la chance que mon assistant connaisse les réponses à tous ces problèmes. Donc quand j'interviens moi, le terrain est totalement déminé, donc ça va pas me prendre très longtemps. Donc ça, c'est pour dire l'intérêt d'avoir donc un binôme bien rodé avec 2 personnes qui sont parfaitement, au point. D'où l'intérêt, par exemple, des formations qu'on fait à la COS pour justement faciliter aux équipes qui souhaitent, se former, leur faire gagner du temps parce que bénéficier des 5 ans d'expérience qu'on a eu nous, où on a pas mal tâtonné au début pour arriver à une formule qui maintenant à mon sens, ça me paraît efficace et bien rodé. Ensuite, le traitement, donc si vous faites des choses entre guillemets pas dangereuses, c'est-à-dire par exemple la lumière pulsée sur le visage, ça c'est quelque chose qui par exemple peut être fait au niveau esthétique par des esthéticiens qui l'utilisent pour faire de l'épilation, des choses comme ça. Donc euh, c'est quelque chose qui peut être délégable évidemment à un assistant, à condition que vous soyez toujours présent, hein. Oui. Faut toujours garder un œil sur tout ce qui se passe. Mais bon, un traitement de lumière pulsée, ça dure 5 minutes. Donc, c'est pas non plus pour le médecin quelque chose de très chronophage. Si vous faites un lipiflow, c'est une machine qui vous placez le patient et pendant 12 minutes, c'est quelque chose d'automatique. Donc, vous placez les coques et vous revenez 12 minutes après. Si vous faites du QMR, de la technique de résonance, c'est un masque, vous placez le patient pendant 20 minutes et vous revenez au bout des 20 minutes. Bon, plus que le temps, je dirais, ce qu'il demande, c'est un peu d'espace. C'est-à-dire qu'il faut que le patient soit dans des conditions où il ne soit pas stressé, qu'il soit détendu, que lors des traitements, il se sente en sécurité, apaisé. Donc c'est vrai que nous, on travaille toujours de plus en plus sur cette partie relaxation, musique, ambiance favorable, pas de bruit parasite, vous voyez. Donc on a des salles dédiées, vraiment sonorisées, dans lesquelles le patient doit passer un bon moment. Et beaucoup nous disent, c'est vrai que j'appréhendais et qu'au final, j'ai passé un moment de détente dans lequel je me suis senti bien. Et c'est, à mon avis, fondamental pour que le patient adhère à son traitement et, comme c'est quelque chose de chronique, puisse revenir sans appréhension. D'accord. Donc, au total, est-ce que ça prend du temps? Oui, si on le fait mal, non, si on le fait bien. OK. Hem, heu, Forcément, hein, comme souvent d'ailleurs, tu as raison de le préciser. Mais, j'imagine, il peut rester un autre frein, pour les ophtalmologues qui s'intéressent évidemment à la circulaire. Je pense que tout ophtalmologue, s'y intéresse forcément. Mais quand on voit que, les machines, sont nombreuses finalement maintenant sur le marché, on en voit plusieurs marques et aucune pour le moment, se détache réellement. Ça représente également, tu le disais, parce que chaque type de sécheresse oculaire va avoir besoin d'un traitement particulier et donc du coup d'une machine particulière. En termes d'investissement pour un ophtalmologue qui voudrait se lancer en sécheresse oculaire, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il va pouvoir rentabiliser assez rapidement? On sait qu'un OCT, un rétinographe, on va pouvoir quand même le rentabiliser assez vite. Est-ce que c'est la même chose pour les outils en sécheresse oculaire? Alors, je dirais, ça dépend encore une fois de la taille du centre ou du cabinet dans lequel vous exercez. Euh,
Pour moi, c'est rentable puisque c'est quasiment la moitié de mon activité clinique. Donc forcément, c'est des volumes. Nous, à Barbizon, on a tous les jours entre 25 et 30 consultations de sécheresse oculaire et une vingtaine de traitements. Donc à ces niveaux-là, ce n'est plus un problème d'investissement. Bon, après, moi j'ai un défaut, mais qui est aussi une qualité, c'est que quand quelque chose m'intéresse, je ne regarde pas ce que ça va me coûter, je ne fais pas de business plan, je l'achète et je vois après. Parce que pour moi, s'intéresser et faire un travail vraiment passionnant n'a pas de prix. Bon, il se trouve qu'en ophtalmologie, on a de la chance que, quelle que soit la machine que vous achetiez, c'est quasiment impossible qu'elle soit pas au moins, qu'elle ne vous coûte pas au moins rien. Et au mieux, elle va être rentable. Bon. Je dirais, à mon avis, c'est pas le problème. C'est si on s'intéresse au sujet, vu le nombre de patients qu'il y a, vous aurez forcément un nombre suffisant de patients pour que votre investissement ne soit pas mauvais. Après, il y a une deuxième option sur laquelle on est en train de travailler, c'est de faire comme les centres de chirurgie réfractive. C'est-à-dire que vous avez un centre avec tout l'équipement et que donc le médecin peut venir avec son patient, faire le diagnostic et les traitements sans avoir à investir, et comme dans les centres de chirurgie réfractive, moyennant une réversion 20 à 30%, par exemple, je dis n'importe quoi, il peut ne pas être obligé d'investir dans du matériel lourd, si effectivement, par exemple, c'est le cas surtout à Paris, mais pas tellement à cause du prix, mais à cause de la place, quoi. Les gens n'ont pas la place d'installer une nouvelle salle pour Oui. le diagnostic, une salle pour le traitement. Et donc, dans les grandes métropoles où le prix du mètre carré est cher, c'est des formules sur lesquelles on est en train de travailler. Et on assiste aussi de plus en plus, notamment, on a des groupes à Lyon, à Bordeaux, Bayonne, et j'en oublie, Nantes et autres, qui se regroupent à plusieurs médecins. Et donc, ils bénéficient d'un plateau technique commun. Et du coup, donc, le problème de l'investissement ne se pose plus à un certain moment. D'accord. Par curiosité, un traitement, par exemple, au Lipiflow, combien ça vaut pour le patient? Alors, le Libiflow, déjà, c'est la première question que me pose tous les gens, combien ça coûte à l'ophtalmo? Parce que lui, ce qu'il veut savoir, c'est éventuellement qu'est-ce qui va rester après. Donc la machine est vendue aux environs de 30 000 euros et chaque traitement va vous coûter entre 200 et 250 euros de consommable. Donc vous avez déjà à peu près 300 à 350 euros de coût pour faire le traitement. C'est pour ça que la plupart des traitements sont entre 600, 800 euros. Bon, parfois dans les beaux quartiers parisiens, un peu plus, comme tout. Mais globalement, c'est à peu près dans ces eaux-là, en sachant que le LipiFlow n'est probablement plus une technique d'avenir. C'est-à-dire que maintenant, si je devais réinvestir dans un LipiFlow, je ne le ferais pas. Parce qu'avec la lumière pulsée, avec les pinces mébomiennes, etc., on peut faire l'équivalent de ce que fait le LipiFlow sans avoir à recourir à un investissement aussi lourd. D'accord, très clair. En tout cas, si notre audience souhaite, en savoir plus, beh, ils ont qu'à se rendre à la Maison de la Chimie, mi-octobre, je crois. Hem, super. Cette formation, justement, est ouverte non seulement aux médecins, bien sûr, mais aussi aux assistants médicaux. Et comme je l'ai dit plusieurs fois au cours de cet entretien, ce binôme est très important. L'assistant a des choses qu'il doit comprendre. C'est comme au foot, l'arrière droit, il doit savoir courir et centrer, le milieu ratisser et passer. Bon, et donc là, l'assistant, il doit savoir quel est son rôle dans l'équipe avec le médecin. Et c'est pour ça qu'on a fait un congrès qui s'est vraiment ouvert, aussi bien aux assistants, qui soient orthoptistes, optométristes, voire même opticiens, parce qu'il y en a qui sont passionnés par le sujet, et médecins, bien entendu. Et c'est pour ça que justement, on peut profiter de cette vidéo pour dire à ceux que le sujet intéresse, il n'y a pas de restriction chez nous, vous pouvez vous inscrire, soyez infirmier, orthoptiste, optométriste, médecin, quelle que soit la profession en rapport avec la santé visuelle, vous êtes les bienvenus et nous, on est ouverts vraiment à discuter et partager avec toutes les personnes concernées par cette filière.
D'accord. On arrive à la fin de cet entretien. J'ai une question à te poser qui est assez rituelle. En plus, dans ta spécialité qui évolue énormément, ça va peut-être être encore plus difficile pour toi. Comment est-ce que tu vois, l'ophtalmologie en général et éventuellement ta surspécialité, évoluer, d'ici 10 ans? L'ophtalmologie, quels sont les grands défis qu'on a? C'est, moi je dirais, être capable d'opérer une cataracte sans qu'il y ait de rupture capsulaire, avec une récupération rapide, avec un implant qui donne la meilleure vision possible. Bon, à part la rupture capsulaire, on y est déjà pas mal. Donc, pour que ça évolue beaucoup, il faut vraiment qu'on arrive à des techniques où un laser fait un broyat de cristallin qui pourrait être aspiré par une toute petite aiguille. Bon, ça, il y a plein de choses qui ont été essayées. Malheureusement, pour l'instant, rien ne marche mieux qu'un bon phaco classique. La partie rétine, je dirais que tout ce qui est DMLA néovasculaire avec les IVT, Danti, VEGF, on a déjà pas mal de solutions. Des nouvelles choses sont en train de sortir pour la partie atrophique, qui est la DMLA qui pour l'instant n'a pas de solution très utile. Donc là, encore une fois, certains facteurs de croissance vont permettre d'améliorer tout ça. En chirurgie réfractive, je dirais être capable de proposer des solutions qui n'abîment pas l'œil, donc qui ne vont pas créer des effets secondaires sur le plus long terme. Mais par exemple, moi maintenant j'ai abandonné le LASIK et je fais la PRK transépithéliale. Et en fait, on s'aperçoit que le résultat visuel est exactement le même s'il est un petit peu plus long, mais le risque encouru par le patient, aussi bien à court qu'à long terme, est quasiment nul. Et comme me dit un éminent ophtalmologiste qui travaille à Baltimore, au Wilmer Eye Institute, il me dit il vaut mieux que le patient souffre 3 jours que 30 ans. Et de plus en plus aux États-Unis, le LASIK commence à avoir assez mauvaise presse à cause de toutes ces sécheresses oculaires induites. Il y a de plus en plus de groupes de patients qui se surnomment les mutilés du LASIK, qui sont de plus en plus virulents. Et donc aux États-Unis, comme tu sais, hein, les procès sont beaucoup plus faciles qu'en France. Mais je pense que ça va finir par arriver. Et c'est pour ça qu'on est en train absolument de développer, comme il y a eu pour le kératocone, cet indice, que ce soit Gatinel, que ce soit Belan-Ambrosio, etc., où on veut un indice qui vous dise il y a un risque d'induire une ectasie après un LASIK ou pas. Bon, et là, moi, je suis en train de participer avec notre groupe à la mise au point d'un indice comme ça qui vous dise vous pouvez faire un LASIK ou pas en fonction de la surface oculaire. Et c'est essentiel qu'on puisse avoir comme ça des garde-fous pour empêcher qu'effectivement on se retrouve avec des patients comme ça qui sont très difficiles à gérer en post-opératoire. Bon, je me suis un peu égaré, mais pour dire, et, et dans le glaucome, pour moi, clairement, et justement, je participe la semaine prochaine à l'ESRS à un symposium avec Gus Gazard, qui est le promoteur de l'étude LIGHT, hein, qui a démontré que le SLT était la meilleure solution pour traiter un glaucome tant qu'on peut éviter les gouttes, et donc, comme on l'a expliqué au début du sujet, éviter donc les effets secondaires de ces gouttes. Et donc, je pense que la combinaison du SLT et de l'IPL est très, très, très prometteuse, notamment pour tous ces patients qui ont des sécheresses oculaires induites par les collyres. C'est-à-dire qu'on va enlever les collyres grâce au SLT et on va traiter l'inflammation créée par les collyres par l'IPL. Et on est en train de faire des études très vastes sur plusieurs centres qui s'annoncent extrêmement prometteuses. D'accord, donc plein de Après, il y choses. a des choses que je ne connais pas du tout, que la partie strabisme, chirurgie découverte, tout ça, je ne connais pas, donc je ne vais pas donner, je n'ai aucune vision sur les 10 années à venir. Mais dans les domaines qui me concernent, je dirais c'est ça que je verrai. Mais après, bon, j'ai maintenant un âge qui me permet, que j'étais petit, on disait l'an 2000, tout le monde va voler en soucoupe. Au final, on roule en Twingo. Bon, et donc, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Tout ce que j'espère, c'est que nos techniques vont continuer à s'améliorer et qu'on aura des prises en charge de plus en plus efficaces pour les problèmes très fréquents que nous rencontrons dans nos consultations au quotidien.
D'accord, passionnant. Dernière, question, quel conseil tu donnerais à un ophtalmologiste qui, va terminer son assistanat ou son clinica, et qui veut s'installer? Le Tu veux dire le conseil d'organisation, Oui, alors d'exercice? non, est-ce que, il doit choisir telle ou telle spécialité? Est-ce qu'il doit choisir, tel ou tel endroit? Est-ce qu'il doit faire un petit peu de tout? Comment est-ce qu'il se laisse guider finalement, pour choisir? Parce qu'un ophtalmologue qui sort justement de ce type qui sort de l'hôpital finalement, il a tellement de choix, qui s'offrent à lui que, est-ce qu'il y a un conseil comme ça, quelque chose qui te paraît, au-dessus du lot? Alors, moi, j'ai exercé à l'hôpital longtemps, aussi bien comme interne, chef de clinique que comme, PUPH. Donc j'ai conclu que l'hôpital te prépare à tout sauf à l'exercice libéral. Bon, parce que savoir opérer, c'est une chose, mais savoir gérer, heu, un cabinet, un centre, je pense que maintenant les jeunes ne conçoivent plus du tout l'idée de s'installer dans un petit cabinet pouilleux avec de la moquette sale, des murs pisseux, enfin bon, ça je pense que c'est fini, cette, ophtalmologie, du XXe siècle n'existera plus. Donc la plupart de ce que je vois veulent se placer au sein d'une équipe dans laquelle ils vont avoir, des assistants, interagir avec d'autres collègues. Ça, c'est pour moi une question importante, c'est un, est-ce qu'on veut travailler dans une équipe ou travailler seul avec son équipe? Moi, j'ai essayé les 2 formules, peut-être que c'est moi qui suis compliqué, mais je pense que c'est toujours compliqué d'interagir avec des collègues parce qu'on n'a pas ni les mêmes envies, ni les mêmes besoins, ni la même capacité d'investissement, donc à voir. Ou sinon, il faut vraiment que ce soit des surspécialités extrêmement étanches où chacun peut exercer dans des conditions, sans gêner et sans, perturber son collègue. Donc en groupe ou tout seul. Avec des assistants, ça me paraît incontournable. Je pense qu'on n'a pas fait 15 ans d'études pour appuyer sur des boutons, et envoyer, des données vers un ordinateur. Ça, je pense que c'est pas utile et en plus, c'est pas efficace. Moi, quand j'exerçais tout seul, au bout du 10e patient, j'en pouvais plus. J'avais mal partout, j'avais plus envie de parler, j'étais grognon. Là, j'arrive, l'assistant a fait tous les examens, il me présente le cas, on discute ensemble, et c'est beaucoup plus agréable. Je n'ai que la partie intellectuelle et relationnelle à faire. J'ai pas toutes les prises de mesure qui sont vraiment fastidieuses et c'est pour ça que quand je vois des collègues qui disent: «Non, moi je fais mieux, le réfractomètre ou je sais pas quoi que l'assistant», c'est du pipeau. Le type, il en fait 20 par jour, à un moment, il le fera beaucoup mieux que n'importe qui. Ça ne veut pas dire qu'il va bien l'interpréter, mais Ouais, au tout à moins fait. saisir les données. Bon. Après, choisir sa surspécialité, comme tu le sais certainement, elle est énormément conditionnée par sa formation hospitalière. C'est-à-dire que vous avez des centres en province qui sont spécialisés en rétine, donc vous serez plus amené à faire de la rétine, d'autres qui font plus de cornée, de réfractif, enfin bon bref. Donc la formation va beaucoup conditionner. Moi maintenant, si j'étais jeune, j'irais voir 2, 3, 4, 5 structures, me faire une idée, voir comment ça fonctionne, parce qu'il y a toujours des bonnes idées à prendre partout. Toi, tu as travaillé dans une très grande structure dans le sud de la France et tu as vu ce que c'était cette coordination. Bon, après, je crois qu'il faut quand même éviter la mégalomanie de vouloir avoir des centres dans des secondaires partout, parce que ça, par contre, je crois que c'est une tendance importante. Tous les médecins qui ont commencé avec un principal et un secondaire en se disant: «Bon, on verra», bah, quand le principal marche, le secondaire devient un boulet et je sais tu le connais mieux que moi certainement parce que tu as analysé tout ça, mais tu verras que les secondaires petit à petit tombent en déshérence. On essaie de trouver un remplaçant par-ci par-là et puis au final ça marche pas et on a tellement, tellement de travail dans son activité principale qu'il est quasiment impossible de gérer de secondaire. Et au final, quand on le fait pas bien, le secondaire n'apporte pas ce qu'on en attend, c'est-à-dire, de pouvoir, un petit peu organiser, les patients d'une région. Et donc voilà, moi je dirais c'est les points essentiels. Et puis surtout, parce que là maintenant, j'arrive à l'âge où j'ai beaucoup de collègues qui sont blasés et qui n'aiment plus leur travail, je leur dis: «On a quand même la chance de faire une très, très belle spécialité». Et c'est marrant, j'ai fait, un rêve, il y a quelques semaines où je me revoyais passer l'internat. J'arrivais, j'étais bien classé, j'étais content
et heu et je vais donc faire le choix et je choisis l'ophtalmo et je recommence mon internat. Mais je me dis: «C'est fait ça, j'ai la chance de pouvoir vivre mon rêve». Et donc franchement, depuis que je fais cette spécialité, j'ai jamais été déçu et je continue à adorer ce que je fais et je pense que c'est ça qui est essentiel, c'est aimer ce qu'on fait. Toujours moi j'arrive en consultation, je dis: «Tiens, aujourd'hui on va regarder tel problème, telle chose», et donc je me dis à mes assistants: «Essayez de me trouver ça, ça, ça», et donc tous les jours on est en train de regarder des nouvelles choses, de s'intéresser, de comparer, de dire: «Tiens, on a compris tel truc, on va regarder s'il y a d'autres patients qui ont ça». Et donc tous les jours, c'est vraiment pour moi un plaisir d'aller travailler. Et maintenant, c'est plus les vacances, au bord d'une piscine qui me pèsent, plutôt que de faire fonctionner un peu la tête et de chercher des nouvelles choses, des nouvelles solutions. D'accord, ben écoute, je te propose de nous quitter sur ce beau message. En tout cas, hein, aimez ce que vous faites et forcément, vous serez heureux. Pour tous ceux qui veulent découvrir la sécheresse oculaire et les traitements, ben, rendez-vous à la COS mi-octobre. Et puis, merci encore Pablo de ton temps et d'avoir éclairé notre audience sur, ce sujet, ô combien important. Merci, Merci Sébastien, c'était très intéressant de discuter avec toi et d'avoir cet échange, tout à fait passionnant. à bientôt. À bientôt, merci. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu et que vous comprenez mieux la sécheresse oculaire et le potentiel de cette surspécialité, souvent délaissée au sein du paysage ophtalmologique. J'ai appris beaucoup de choses en réalisant cette interview, j'espère que vous aussi. Mon objectif étant de vous apporter toujours plus de valeur, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié et ce que vous aimeriez que j'améliore. Merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.